You are familiar with the term the rat line? No, that is misnomer. Yes, but you've heard the term? Yes. I assume that you don't believe that it was a line for rats. No, not at all used. It was invention of the guy post factum. And you don't agree with that description of your activities? Well, it is outrageous. It is offensive. It is... Well, explain why, please. Well, it is derogatory. Father Duganovich supplied the documents for Barbie? Yes, he was chief organizer of the enterprise. And the Americans came to him to Rome to ask him to do services of sending out of Europe people who American intelligence services wanted to send out of Europe. How did they approach him? Oh, it was simple. He was a public person living in the Croatian seminary in Rome for priests, and therefore American services from Salzburg, CIC, could contact him through different intermediaries in Rome. Draganovich was the main outside organizer and the one who procured all documents and bank affairs and similar things, because I myself was under no protection, was stateless. He was a priest, and priest robes always protect somebody to some extent, like in New York. The Pope, Pius XII, was very much upset by Europe falling to the communism and was eager to help everybody who needed help. The Secretariat of State, Monsignor Montini, future Pope Paul VI, would send people with his recommendation for help. Mm-hmm. Did this include SS? I never personally asked anybody anything. Whoever came, like in the most famous Catholic tradition, no questions asked. Well, you don't have a rat line that's created only for Klaus Barbie and used only for him. We know it was used, it would be too expensive and it wouldn't have such a name. It's hard for me to believe that Barbie was an isolated incident. There is that segment of the Jews who would never stop before turning the last stone. And therefore, such Jews helped by immense riches in this country want to prosecute Barbie. You think they're vengeful people? Oh, yeah. The revenge for what? To fabricate the crime and then accuse somebody of having committed those crimes and hang. I see. Do you ever get the feeling, Miss Holzman, that only Jews and old Nazis are still interested in Jews and old Nazis? Actually not. Actually, the whole problem of Nazi war criminals, for example, in America, was brought to my attention by a non-Jew who was horrified as a human being that, for example, our government could protect Nazi war criminals living here and allow them to stay here. Among them is the former Congressman Holzman, right, who started it, and now that she wants to run once more. And in Brooklyn are those Jews who want to persecute Nazis and collaborators and everything what comes under that roof to the last end, until the last blood of them is not gone. There is a view that somehow the Holocaust is simply a Jewish problem, when indeed the dangers of the Holocaust were for millions of non-Jews as well, and the threat that it represents to the world today is to all humanity and not only Jews. The policies that gave rise to the use of someone like Klaus Barbie suggest that it could have been much more widespread, and indeed, if U.S. government officials were willing to bring Nazi murderers to our very shores, there's no reason to think they wouldn't have worked with them abroad. From that moment, Americans had nothing to do but to pay.
and therefore so much for documents and transportation and whatever money. You supplied the documents? Yes. In Augsburg, CIC in Augsburg knew what CIC in Salzburg was doing. Nigo went to Salzburg. Americans like to travel, and it is nice to overnight in Salzburg or Munich, you know that. On an expense account? An expense account, and there is never enough of it. And Nigo told them, I'll bring him. And Altman traveled, and in Genoa, Draganovic met him, whatever you know. And George Nigo, you knew him? Oh, yes, very much. We've been good friends. He came as the American intelligence and was about eager to hear what happened to such people, where they are, any problem with the police, any protection are needed. No pictures. So sorry. Chris, didn't you explain that we were making a film? I thought that I had mentioned that, yes. Interview, yes, but no pictures. I'm not involved anymore, but I'm with the Barbie thing. We've had enough of that. I'm so sorry. But you haven't been questioned on it. NBC has been. NBC. People But know you're him. the one who was in charge of getting him down the rat We were line. not in charge. They blew too much the stuff. So My wife is absolutely against it, and I don't feel like I want to do it either. My conclusion was that the CIA was not directly involved. Now, what does that mean? It means that one particular part of our bureaucracy was not involved and another was. I met at least 3 different American intelligence services. Yo tengo la impresión de que Barbie fue reclutado por la CIA ya antes de salir de Europa para América Latina. Todo hace presumir que él sí trabajaba para la CIA por la protección que le daban los departamentos de seguridad de los Estados Unidos. Para viajar con toda impunidad por Europa, Estados Unidos, España, se necesita estar protegido en la calidad de Altman, que era un hombre que estaba siendo perseguido por la justicia mundial por los crímenes. Veíamos en Altman un alemán que había cumplido con su deber, con su patria. Entonces, porque en ese caso, como bolivianos, estando en estado de guerra, no sé, yo creo que también hubiéramos cumplido con nuestro deber. De l'Intérieur où j'étais pendant quelques heures attendant qu'on me fasse la face, c'est bien? Qu'on vous fasse, oui, oui, tout à fait. L'interrogatoire, oui. Alors, j'étais assise dans un fauteuil au bureau de le chef d'intelligence. Oui. Alors, je vis venir un monsieur avec un manteau. Il était bas. Il n'était pas très grand. Pas très grand aussi, et avec un petit chapeau. Petit chapeau rond. Oui, oui. Et ses yeux bleus. Mais il était inusuel, il faisait un contraste. Il entrait dans le bureau, il a parlé un moment avec ce monsieur, ils sont sortis par une autre porte. The previous governments really didn't want to arrest him. Los gobiernos previos realmente no querían arrestarlo al señor Barbie.
No, no querían arrestarlo porque el señor Barbie estaba encargado de la organización de los grupos de represión que existían en este país. Vous avez été torturé, vous, madame. Interrogé là décemment, mais après, oui, très durement. Très durement torturé. Très durement. Assez longtemps, plusieurs journées. Plusieurs jours, aussi dans quelques mois, on attendait des mois aussi. Des renseignements. Oui. Et alors, pendant, j'étais en prison 1 an et demi. Oui. Mais la question très dure, il a duré à peu près 8 mois. Desde la época del general Barrientos, en cuyo gobierno organizó una agrupación que se llamaba las Fourmont. Era un grupo de paramilitares al servicio exclusivo y al mando exclusivo del general Barrientos para la represión en este país. Y luego llegó el general Banzer, y con Banzer colaboró ya más descaradamente. Con Banzer colaboró en apresamientos selectivos, en asesinatos selectivos, en interrogatorios selectivos. C'est sur Banzer, oui. en mars de 1972. Pour quelle raison? Parce que bueno, je suis journaliste, oui. Alors on écrivait des questions qui n'étaient pas très claires pendant le gouvernement de Banzer. Des droits de l'homme? Des droits de l'homme, principalement. Oui. Je sais, les gens qui sont disparus, j'ai presque les ai vus et j'ai présencié sa mort parce que j'étais dans des cellules voisines. C'est ça. Et je connaissais aussi beaucoup de ces gens. Qui sont partis à la mort. Après, je l'ai vu à la rue avec ces messieurs de Castro. Oui. Et alors je dis, ah, mais je l'ai vu, je les connais, c'était de ces Vous avez années. reconnu avoir vu au ministère de l'Intérieur, où on torturait les gens. Oui. The gentleman we've been talking about must be waiting for us in the next room. Yeah. Claro que la carretera debe ser muy mala, ¿no? La parte de acá, de Bolivia. De Bolivia, sí. La parte de Perú está asfaltada. Sí, claro. This is the photo of Alvaro de Castro with Barbie in the streets. Whenever you saw Barbie in the street, Alvaro was with him. Alvaro de Castro fronted for many of Barbie's activities. He isn't too happy now, then, I guess. No, because he was arrested a few months ago, was held for several weeks and interrogated, and his pictures flashed all over the world as a paramilitary neo-Nazi and Barbie's friend. So he's very, very upset about the Does he give interviews? Yeah, for a fee. A lot of them? I think he's made some good money off Barbie. Después necesito una tarjeta de ustedes. Sí, nos arreglar todo. Ah, yeah. In his possession, they found a whole bunch of photographs, Nazi paraphernalia, literature, Mussolini posters, Hitler posters, and so on. And one of You're the sure photos, that the Nazi paraphernalia wasn't planted by the current government or the current police? No, because there were photos in there, in the paraphernalia, of Alvaro de Castro doing Heil Hitler. Okay, and that wasn't planted. I think it'd be interesting to ask him about the arms dealing. I'm certain that Alvaro de Castro was the representative for this Austrian company. And there are also reports of people seeing Alvaro de Castro during torture sessions here in La Paz. Ahora 3 menos 46. 3 y 46. 2 y 46. His Austrian firm was dealing with the drug king. What's his name? Don... Roberto Suarez. Right. Who's Bolivia's cocaine kingpin. Where is he now? He's in the Santa Beni. Cruz? No, in the Beni, hiding somewhere in the Beni. Oh, he is hiding? Oh, yes, because, the law is after him. Yeah. And, he uses Daimler weapons. Bueno, las horas acá... En Bolivia no hay, digamos, hora oficial. Nada oficial es. De Castro must be getting impatient in there. Right. When you meet him, he's very charming. He looks like a gentleman. He's really not going to reveal anything that is sensational or anything that's critical of Barbie or himself. Estabas durmiendo. Mr. De Castro. My name is Marcelo. You know Peter already. Ya. ¿Cómo estás? Hola, ¿estás bien del cuerpo? Más o menos. Please sit down. Please sit down. Yeah, thank you. I'm sorry I'm late, and I'm sorry I'm this way. I'm having the altitude sickness, so I'm taking afternoon naps. ¿Entiendes, no? Sí, sí, You sí, understand what I'm claro. saying? Yes.
Senor de Castro, have you had any communication with your friend Klaus Barbie since he's been jailed in Lyon? Sí, verdaderamente tengo comunicación desde la semana prácticamente que él estuvo en... You get letters from him? En Francia, sí. Sí, tengo constantemente, casi cada 8 días, 9 días. Is he in good health? Bueno, creo que no es nada agradable estar encarcelado, ¿no? Someone tells me that Don Roberto Suarez, the drug king in Bolivia, receives arms from an Austrian firm. And you are the representative in Bolivia of that Austrian firm. Could you tell me if that information is correct? Muy bien. Bueno, se ha hablado en este país mucho de que Altman, yo, en fin, la firma austríaca estaban involucradas en la dotación de armamento a este señor. Is it just talk? It's not true? No es verdad. You have never worked for them? Lo que le voy a contar es lo siguiente. Digamos... yes, but please answer my question. La situación... Do you work for them or don't you? La situación verídica, ¿no? No, just answer the question. Do you work for them or don't you? Have you worked for them? Do you work for them? ¿Trabajas para ellos o has trabajado con ellos? Bueno, trabajo para... Sí. He trabajado para ellos, ¿no? Trabajo para ellos. That's what I want to know. All right, now you give me the explanation. Yeah. Pero, naturalmente, en principio debo decirle que Barbie nunca ha estado involucrado en trajines de drogas o narcotráfico. That's so. And I think they were also involved in providing information, intelligence information to the U.S. government. Okay. Did you ever go to the American embassy with information? No, no. You never did? Nunca. Tengo amigos, sí. Think it over, because I'm going to go to the American embassy and ask them. Sí, tenía amigos muchos años atrás, pero con información, ¿no? He participado, digamos, de sus actividades sociales, deportivas. Actividades sociales. Pero que yo haya llevado informes, nunca. Den Barbie habe ich in La Paz kennengelernt. Und zwar, muss ich vorher sagen, ich habe seinen Anwalt, seinen früheren Anwalt, den Adolfo Ustares, kennengelernt. Der ist auf dem berühmten Foto mit drauf. Der auf dem berühmten Foto des Putsches vom 17. Juli 1980 drauf ist. Lo que signifique que yo tomo o Barbie toma por abogado, en este caso a Ustares, eso no quiere decir que siempre van a estar muy abrazados o muy besos. Es absurdo. This is a group of paramilitary. These are the fiancés of death? Yes, the fiancés of death. This is Joaquin Fiedelkorn. Yeah. This is a ex-Nazi who was involved in arms dealing, and this is Adolfo Ustares. The lawyer. And this is a photo of Adolfo Ustares, the same person who's in this photo with Klaus Barbie. Who are the fiancés of death? No entiendo la... ¿Quiénes eran los fiancés de la muerte, los novios de la muerte? Los novios de la muerte. Unos alemanes aventureros que llegaron acá a Bolivia. Wir saßen in der Ecke, an den Tisch in diesem berühmten Café La Paz. Ja. Dr. Ustares, der Anwalt, und wir setzen uns dazu. Und dann haben wir nur Spanisch gesprochen und auf einmal sagt Ustares, ist un paisano tuyo, also ein Landsmann. Ja. Was sagt er zu mir? Auf Spanisch, wir sind Deutscher, Barbie. Sag ich, jawohl. Dann hat er gesagt, woher? Ich sag, ich komme aus Frankfurter Gegend und so. Und dann fragt er mich, was ich hier mache und was ich Bolivien will. Habe ich gesagt, ich habe vor, hier zu leben. Die Worte werde ich nie vergessen, die ersten, die er zu mir sagte. Ja. Der gibt mir einen Tipp für Bolivien, dass ich mich aus der Politik und aus Drogen sagen, hier in Bolivien so muss man sich raushalten. Dann kann man hier in Ruhe leben, hat er wörtlich zu mir gesagt. Das war so das erste Gespräch. Diesem Rat haben Sie dann aber nicht immer gefolgt? Ja, überhaupt nicht eigentlich. Überhaupt nicht. Ich bin hier dann da so richtig reingekommen. Eingestiegen, ja. Ich bin ja durch einen bolivianischen General überhaupt in dieses ganze Geschehen reingekommen. Dieser General hat festgestellt, dass ich also bei der Polizei war. Die waren also über mich informiert. Auch waren die informiert, dass also von mir Waffen und Uniformen kamen aus Deutschland. Dann habe ich festgestellt, dass ich mehr auf der Seite des Generals bin, von der politischen Seite her. Und ich festgestellt habe, dass die Polizei tatsächlich links ist und Sachen vertritt,
die nicht vereinbar mit mir sind, dann brauche ich nicht mehr auszuwandern. Marxisten oder Das ist alles Che vertreten. Guevara Das ist alles vertreten. Marxisten, es gab sogar Polizisten, die Ausbildung in Kuba gehabt haben. Ja, Polizeioffiziere, wo ich genau weiß, die in Kuba waren und dann im Polizeidienst aufgenommen worden sind. Also diese Meinung konnte ich mit Sicherheit da sind nicht Sie also vertreten. auf die, ja, auf die andere Fall. Seite. Ja, das war für mich klar. Da gibt's Auf für mich der gar Seite, keine- wo auch der Barbie stand. Auf der Barbie stand, natürlich. Did you ever meet Fiedelkorn? Es verdad, sí, sí, yo los conocí. Did you have drinks with him? Did you go out and night with him in Santa Cruz? No, no, conmigo no. You know. Barbie? Una sola vez en un restaurante Bavaria. Una sola vez. Ich würde mal sagen, dass seine Frau, wenn Leute ihn besuchten oder er hat Einladungen gemacht, ich war auch bei ihm zu Hause, dann hatte ich mir den Eindruck, dass sie mehr misstrauisch war wie er. Die Glasfeld-Sache, er hat zwar das mal erwähnt, aber am Rande, dass mal jemand da war, aber ich habe zu meinem General, um das mal ganz klar zu machen, habe ich Folgendes gesagt, wenn der Mann bei der SS war, da war ich Adjutant bei Napoleon. All these former Nazis were very closely tied together. Álvaro de Castro should comment on that himself, the fact that they were tied. Yes. And there was a network of ex-Nazis in South America that was, in my opinion, very, very active. Ya cursaba en la Argentina este problema sobre Eichmann, al menos creo que ya lo habían descubierto, y él, Eichmann, naturalmente se sentía un poco acosado. Entonces, Altman, que tenía sus contactos o gente amiga que lo iba a colaborar, llegó a oídos de él que querían ayudar a Eichmann para que se trasladase a Santa Cruz. Die Alten hatten Kontakte unter sich, das kann man auch nicht abstreiten, das will ich auch nicht abstreiten. Der General Wolf kam, den Barbie zu besuchen. Er hatte Barbie besucht. Wir hatten sich da getroffen. Aber was sie nun gesprochen haben, das weiß ich nicht. Er war 80 oder über 80 Jahre schon und er hatte da Schwierigkeiten mit der Höhe. Did Barbie ever talk with you about the Mengele case? About the search for Sí, Mengele? claro, hemos conversado bastante hemos conversado sobre el trabajo que había realizado en la Universidad en Buenos Aires, sobre la cátedra que tenía él en la universidad. Did he think Mengele was a criminal? No, bueno, sí no pensaba eso precisamente, ¿no? Sino él me explicaba, decía que eran exageraciones muy bien orquestadas, muy bien manipuladas por la prensa internacional para indicar de que Mengele había sido un asesino. En fin, no, lo Let me actual, interrupt. ¿no? If they exaggerated Mengele's role and Barbie's role, presumably we've also exaggerated Eichmann's role. So whose role did we not exaggerate? Yo personalmente no puedo decir porque no participé de la guerra. Lo que sí, yo he leído bastante de la historia de la Segunda Guerra Mundial, muchas distorsiones naturalmente de un autor al otro. Excuse me. Do you know I'm Jewish? ¿Tú sabes que eres judío? Es posible. That's possible. Do you know how to recognize a Jew? Por la... Has Barbie taught you how to Con la- recognize a Jew? No, no precisamente él, ¿no? Pero... Barbie didn't like Jews, did he? Let's face it. No, no propiamente eso. Prueba clara que aquí ha tenido amigos judíos. Él me había comentado de que dentro de esta gente, de los judíos, Barbie had commented to him that within the Jews, hay gente, digamos, sin rencores. there are people who are not angry, Es, People who are not angry? who are not vindictive or not full of anger. The Jews are not full of anger. Es que no tienen rencores los judíos. This is what Barbie thought? Bueno, él dijo. That's what he told me. 2 Wochen nach dem Putsch des 17., also der Revolution des Garcia Messas, ich war auf dem Flughafen eingeteilt in Santa Cruz. Es war mein Sicherheitsbereich, den ich mit den Paramilitärs, die ich geführt habe, abgesichert hatte. War ganz normaler Flugverkehr, also es war nur, dass halt mehr Militärs rumliefen und mehr Paramilitärs. Und ich war unten in der Abflugshalle, bin ich mit einem bolivianischen Oberleutnant langgelaufen. Und dann hatte in der 2. Etage war ein Tumult. Und ich gucke dann so hoch, was da los war. Da sehe ich den Barbie. Ich wusste gar nicht, dass Barbie in der Flughafenhalle oben im 2. das war. Aber ich erkannte ihn. Ich habe sofort gesehen, dass ein kopfgrößerer Mann ihn versuchte, über das Geländer zu drücken.
Und dann hat der Jude, dieser Deutsch-Jude, gesagt, ich bringe dich um, du Nazi-Schwein. Du hast mich 36 ins KZ gebracht und hast von so und so viel von meinen Verwandten und Leuten, ich weiß nicht, aber gesagt, hast du umgebracht. Und das war schon eine gefährliche Situation. Der Barbie war über das Geländer schon über die Hälfte rübergedrückt. Das hat nicht viel gefehlt, dann hätte er den da runtergedrückt. En mi propio país, muchas veces, muy frecuentemente, no soy digno de caminar actualmente por la calle, que, bueno, me insultan. They insult me. No puedo entrar a una tienda a comprarme un suéter o una camisa. O tengo que pedir a un amigo para que diga, por favor, cómprame esos zapatos, porque yo no puedo entrar ahí porque es posible que me van a insultar y no quiero tener problemas con nadie. Doesn't he know that he is known as Barbie's best friend? Claro, saben, naturalmente, saben. They ¿no? do that, Justamente por eso me insultan. And because of that, they bother him. Yes. ¿No te arrepientes de haber sido el amigo de Barbie a veces? No, no. ¿Por qué? No me arrepiento. In South America, having especially Lima and Chile and Ecuador and Argentina having been the recipients, you know, of the, how would you say it? Das Strandgut des Krieges. I mean, all kind of, as I call them, Strandgut of the war, you know. This, in German, it's a very nice word to say, you know. It's something left over. It's what's left on the beach. Yeah, left on the beach after when the vanquished ones. The vanquished, you know. So then, of course, in these circles, a lot of resentment was there, you know, and a lot of understanding, and the people resentment toward the having lost, toward having lost. Yes. Definitely. And therefore they sat around and drank their beer, you know, and sang their old songs, you know. And how about Barbie? Did he both? No. Barbie said nothing about what he did in the war. I met him at the house of Friedrich Schwendt in Santa Clara near Lima. I think this was in the beginning of 69 or 70. Can't recall that very well. But at that time he was not permanently in Lima yet. ¿Usted conoce el nombre de Barbie? Sí, hombre noble era, noble era. ¿No era del ejército, dice? ¿Cómo? No dije que era del ejército. Okay, he thinks he was an army man. Uh-huh. And also he thinks of army man as noblemen. As noblemen. As noblemen. That's right. One day there was a guest from Bolivia, merchant Klaus Altmann Hansen. He was presented to me, and his wife, Regina. They called her Jin Altmann. That's how I met him. He was director of Transmaritima Boliviana, which is a privately owned and with state participation shipping company of Bolivia. Later he bought a house next to my place in Organización, California, which is about a further 20 kilometers up the Carretera Central in the direction of the Andes. As I live 35 kilometers outside, you know, I will not go home for siesta. So I normally finished work at the Chamber of Commerce at about 7 o'clock or 7:30. And on the way home, I dropped him for a glass of wine. And as I found them quite interesting, you know, and there were always something interesting to talk about, you know. What fascinated you? What was? Well, about Schwendt, you know, and... No, about Barbie. About Barbie? Well, Barbie, I must say, Barbie, in this case, I would not say that Barbie was the reason why I dropped in all the time, you know. No. I didn't found him that interesting, you know. He talked about his exploits in the war, you know. He even one time he showed me his medals, you know, and he had, I believe, he had got the Iron Cross first class and second class, and he got I think he didn't get higher, but he had a small ribbon, you know. Yes. And he was very proud that, of course, the swastika was still in it, you know. I mean, nowadays you can wear the old medals again without it, but he, of course, never would wear them without the swastika. That is, of course, against his honor. Y esta casa venía siendo administrada por Fritz Paul Schwendt, y en ella estaba viviendo momentáneamente Klaus Altmann Barbie, que había venido justamente de Bolivia hacia el Perú. Al otro lado de la casa
vivía Schneider-Merck, que era en esos momentos presidente de la Cámara de Comercio peruano-alemana. You spoke German or Spanish? No, German, of course. Always German. No, I mean, I wouldn't. Why should we? I mean, we're all Germans. Hay un señor Schneider que vive acá. Sí, En la casa de al sí, en la lado. segunda. Ah, La bien. siguiente. Ya. Is it gringos, Senor He's Schneider? German. German, right. A mí ya no paro de sacar, pero no sé dónde son. Ah, he's not here in Peru. He comes and goes. This was Fritz and this was Klaus and I was Volkmar. So I got into currency dealings with these people and they really cheated me. I mean, after this apparent friendship, you know, I mean, busted it was not a friendship at all, you know. It became a swing. It became absolutely, I was just conned, you know, in a very, very vile way by these two buggers. Barbie is a crook, among other things. Oh, definitely. He's not only crooked in mind, he is a crook. I would definitely say so. The criminal energy, you know, required, in my opinion, you know, to torture another human being, you know, I mean, that is probably someone who's capable of this, you know, he's capable of doing anything else and still having a clean conscience. The only scruple Barbie had were probably that he had to somehow bring together, for example, his avowed National Socialistic ideology, which of course required a lot of idealism. If you really read, I mean, Idealism. Yeah, of course, a lot of idealism of giving up the personal freedom, you know, for a bigger idea, you know, of a Führerstate or whatever, you know. And he had to bring that together, you say? Yeah, he had to bring that together. With what? Yeah, with his... Bring together the Nazi ideology with what? With his own dealings. Lógicamente se comprueba, por ejemplo, de que a través de Klaus Allman o Klaus Barbie, en Bolivia existía una oficina del Banco Popular del Perú y entonces los dólares se enviaba soles a Bolivia y en Bolivia eran cambiados en dólares para después Klaus Allman remitirlos mediante una red internacional a cuentas depositadas en el extranjero. They stole this considerable sum of money. I mean, after all, 500,000 Deutschmarks in cash, you know, was in 1971 quite a lot of money. That's what they stole from you, 500,000. Yes, 500,000. They really stole it from me, yeah. No? Because, I mean, they didn't have to go into my house, I gave it to them. Yes. They yes, didn't to deposit it in Bolivia. Deposit it in Bolivia. Fritz Polschwein trabajaba dentro de lo que se llamaba un servicio de inteligencia tributaria, en virtud del cual él trataba de obtener información sobre posibles cuentas en dólares en el extranjero. O sea que tenía contactos en Hamburgo, tenía contactos en Alemania para detectar estos alemanes en situación irregular. I was a victim of But you were also involved. You were. Definitely, I was also involved in. It is not in currency dealings, you know. Nos quería. Que era buena persona, bien noble. Okay, Mr. Allman was a nice person. He liked him a lot. He liked Sí, nos querían. How did he feel about South American Indians? He talked to him for 2 years. He must have talked a lot about that. It's a little bit difficult. There was this very jolly admiral. I really do not recall his name, but he was a typical Cholo, a typical Highland Aymara, Masetto, like a strong, you know, short crop black hair, you know, but really looking like an Indian. And we went to the harbor because he wanted to buy a second-hand ship, and I saw that he was treating this admiral like a subordinate. So, you know, like, yes, carry my bag, you know. Mr. Allman praised his work when he was doing his gardening. ¿Señor Allman le gustaban las flores? Sí, yo creo que sí. He had an interior feeling of superiority, and he was absolutely sure of himself. Übermensch. Oh, definitely. Cuando se estrenó la Transmarítima Boliviana, General Barrientos me dijo, Gastón, lo voy a presentar aquí un gran marino, un ingeniero naval, que nos va a colaborar en nuestras actuaciones de la Transmarítima. Entonces, ahí tomamos amistad, y es que se le dio la gerencia de la Transmarítima. They used, of course, this Transmarítima for all kinds of deals, you know. Sabía el general Barrientos que este era un bribón y un pícaro,
y le estaba dando la gerencia de la Transmarítima. Le habían dado un pasaporte diplomático boliviano. Con ese pasaporte diplomático se fue a pasear París, Berlín, Hamburgo, Amberes, ¿no? Y estaba en los mejores, en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, como gerente de la Transmarítima. Entonces ellos se entusiasmaron tanto que invitaron al pueblo de Bolivia, a los niños, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a que depositen su dinero, para empezar a comprar un barco. What did Barbie's boat, what did they do with that boat, the Transmarítima? Well, arms smuggling? Oh yes. That is, yes, definitely. Con las cuestiones de dinero estoy tan equivocado que no podría decir cuántos bolivianos y cuántos dólares, pero era una fuerte suma porque los niños, hasta los nenes, depositaban su dinero por el entusiasmo que había para que Bolivia salga al mar. After I found out that these people were crooks, you know, I just sat in a hotel room in Bogota and said, now what can I do? Yes. I mean, what can I do? What do I have in hand? Having known these people for 3 years and having met a lot of their acquaintances, I was, of course, very well aware in what a very feeble and very delicate situation I encountered myself. And how powerful they could be. How powerful and how dangerous they could be if they found someone not to their liking any longer. En lo de Chuen tenía una protección que estaba derivada de la condición de confidente de la policía. A very frequent visitor was Colonel Velasco Alvarado. He was a brother of the military dictator of Bolivia, of Peru at that time. So you were in that hotel room in Bolivia. Yeah, so I said, now what can I do? Squeeze. What can I do against them? That I had handed over a suitcase with almost 500,000 Deutschmark, it was not Deutschmark, it was local currency, but the equivalent, and a kilo of gold and some documents. How could I ever fundament it? There was nothing, I had no receipt, nothing. So I started to write down everything I knew about Altmann. I knew that he spoke perfectly French, and he even said that he was stationed in France. He also sometimes said that he was, for a very short time, stationed in Yugoslavia. But he never really said to which battalion, which infantry division, you know, to which he belonged. I said, perhaps there is some other angle to it. Perhaps there is something, for example, Altmann is hiding. And I made a very thorough memorandum. And I sent this via a friend in Switzerland, Dr. Alfred Jenny, he works with the Sandoz Corporation. I sent it to Simon Wiesenthal. Schneider-Merck dit qu'il a envoyé une lettre à Simon Wiesenthal. Oui, c'est possible, mais je veux dire, à nous, il ne nous a pas envoyé de lettre. And then the answer came back that Simon Wiesenthal declared that he has got the whole archives and files, or access to them at least, of all members of Gestapo, SS, SD, and there is no Klaus Altmann Hansen. Comme Simon Wiesenthal écrivait, je crois le mois d'avant, que Barbie était sous l'uniforme égyptien, donc il n'a pas lu la lettre ou il n'a pas reçu la lettre. So I said, bingo, now this is really something. I said, Jesus, now I found you, you bastard. Because if you are not there, you know, then you are under another name. En novembre-décembre 1971, nous avons eu par Banquero Rossi et Herbert Jones, qui était son homme d'affaires, l'adresse et le nom d'emprunt de Barbie, et immédiatement après, quelques jours après, 3-4 jours après, Banquero Rossi a été assassiné, sa villa jouxtant celle de Barbie et de Schwend. Et d'ailleurs, ils ont été suspectés de ce crime. Herbert John, se empiezan a hacer noticias y estas noticias son divulgadas en Alemania a través de 2 revistas, el Der Spiegel y el Bild Zeitung. Der Stern? Así es, empiezan ellos a darle un matiz como si se tratara de una conspiración en la cual estaban involucrados personajes nazis. The last time I ever saw Barbie, he stopped me on the road and very furiously he had a newspaper, Peruvian newspaper, and he said, now we had some commercial difficulties, you know, but here, Simon Wiesenthal, he said here that one of my cover names was Martin Lauer. How can he have ever known this? You know, I know, this is, how explain this to me now? I said,
I understand that we had some commercial difficulty, but this is something else, you know, like this, for example, going over to the enemy. No es gente de Dios. He says that people like that is not God's people. They're not God's people. They're not God's people. Well, look, Mr. Altman or Mr. Barbie, I said, if you prefer, you have stolen this, you have this 500,000 have disappeared. I want just very shortly, I want 1/3 back, and I never want to see you again in my life. He says he will be judged by God. El Dios sabrá, te recogerá, pues tarde que temprano el Dios, para nuestro poderoso Dios, para todos. His wife was sitting next to him. I said, you said that we had commercial difficulties? What you did with me was betrayal of a comrade. And in my textbook, that is the death penalty, my friend. In Deutsch, in German, it sounds much more forceful, you know? Because was Sie getan haben, Herr Altmann, oder soll ich Sie besser Barbie nennen, war der Kameradenverrat. Und auf Kameradenverrat, nach meinem Ehrenkodex steht die Todesstrafe, Herr Altmann. Guten Tag. And I never saw him again. Je reçois à midi, ou peut-être un peu avant midi, une dépêche de Paris me disant « Croyons savoir que Barbie est à Lima. » Et comptons sur vous, comme toujours, pour assurer faire un bon reportage. Je pense tout de suite à Schwen. C'était un peu le nazi connu, avec lequel j'avais eu un petit contact un jour, mais qui, évidemment, ne se rappelait pas de moi. Je prends la voiture, je m'en vais avec ma copine. Je suis allé accompagné, en plus, par un appui de police. Ah, vous aviez quelqu'un de la police avec vous? Ouais, j'avais 4 ans. Ah non, mais 4 gardes civils en uniforme. Je vais chez Schwen et je lui explique. Alors Schwen rigole. Écoutez, on va arranger ça. On fait un rendez-vous. Oui. Barbie arrive ponctuel. Hein. Non. On parle un peu, on lui explique. Franchement. Et écoutez, on dit que vous êtes Barbie. Le type fait une tête de surprise incroyable. Et dit, ben, si vous n'êtes pas Barbie, ben, on va faire des photos pour prouver que vous n'êtes pas Barbie. Et voilà les photos. On fait ça. Dans les rues de Lima? Non, dans la place qui est en face de l'hôtel Bolivar. Si on lui avait demandé de se déculotter, il l'aurait fait. Oui. On s'est dit... Un type aussi gentil ne peut pas être coupable. C'est pas possible. Mais j'étais parti avec une sorte d'instruction. Faites des photos des oreilles. Parce qu'on identifie les gens par les oreilles, oui, bien sûr. Ouais. Ça. Oui. Ça, c'est une photo faite après la conversation du Bolivar. Il l'a posée. Alors, après cette démonstration, on s'est dit, c'est pas Barbie, c'est pas possible. Parce qu'il est trop gentil. Il est trop gentil, il se prête à tout. Non seulement il se prête à tout, qu'il nous donne un rendez-vous en Bolivie. Il y a eu évidemment la fuite. Pedí informaciones concretas al gobierno francés y ese es donde viene mi conversación con el embajador de Francia, el Monsieur Chambon, el cual indudablemente con mucha cautela no me afirma ni me niega de que efectivamente sea Klaus Allman la misma persona de Klaus Barbie. Monsieur Chambreau, il était à Lima. Quand Beat est arrivé avec les preuves, il a très bien compris, il a fait ce qu'il fallait faire, seulement c'était trop tard. Lui, il a bien compris. L'autre avait passé la frontière. L'autre avait passé la frontière. Il est parti, protégé, naturellement, par les autorités. No sé si fue el gobierno o fue el ministro del Interior, pero lo evidente es que a Klaus Allman no me lo pudieron traer a mi presencia, dado que había traspuesto la frontera.
cuando yo tomo la decisión ya de que sea detenido Klaus Allman Barbie, se filtran las acciones que yo iba a tomar. Me doy con la sorpresa de que él acaba de retornar a La Paz. Alors protégé, pourquoi? Protégé parce que c'était une question d'amitié, une question de relation. Dans ces pays, si on est copains, on est copains. Ma première réaction a été de dénoncer son départ. Je me suis dit, mais est-ce que je confonds mon métier avec celle d'un flic? Did your attempt to arrest Barbie have a bad influence on your career? Yo no podría decir si ha sido beneficioso o perjudicial. Hay muchas cosas que me han sucedido malas, ¿no? No sé si puedo atribuirlas, esas cosas malas que me han sucedido, como ya no ser juez más, ¿no? Qui a pris l'initiative de le laisser s'enfuir en Bolivie? Est-ce que C'était Richter. C'était Richter. Le ministre de l'Intérieur. Avec une grande loyauté, Richter m'a téléphoné et il m'a dit « Barbie s'en va ce soir. Vous savez, l'information officielle, mais pensez un peu que vous êtes journaliste. L'action que nous menons en tant qu'individus et nous ne sommes pas payés ni par les États, ni par les partis. Je ne peux pas me comparer avec Glasfeld et les gens qui ont une mission, de recharge, cette mission qui est une mission financière, économique, qui rend des dividendes. Les voyages que nous faisons, nous les payons nous-mêmes. C'est après, avec un petit groupe d'amis, que nous essayons de réunir les fonds nécessaires pour pouvoir payer. Vous le croyez qu'ils font pour les prunes, et qui financent le voyage en avion, et qui financent les hôtels 5 étoiles? Ce sont les services secrets israéliens, alors, à votre avis, ou quoi? Je pense. Quand je menais la campagne contre Kissinger, j'étais un agent de l'Est. Quand je m'occupais des protester contre l'antisémitisme dans les pays de l'Est, j'étais un agent de CIA. Cuando llegó una señorita, la capturadora de nazis, la Greifswald, nosotros no fuimos donde la Greifswald y le hemos dicho, aquí está Haltman. No. Pero nosotros sabíamos Haltman quién era. Barbie, je ne l'ai pas vu à La Paz, mais je sais qu'il donnait des interviews dans les journaux où chaque fois il disait je suis très content pour ce que je fais, je le referai, encore aujourd'hui j'admire Hitler. Il menaçait la France. Il menaçait la France, il se sentait très en sécurité sur les dictateurs boliviens. Il se trouvait sur la cordillère des Andes et il donnait des interviews payées à diverses télévisions, dans la télévision française. Et ça, c'était une situation qui ne nous plaisait pas. Estaba resguardado por las amistades que tenía, porque era un tipo popular. A la Cholita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que esto, que el otro. Así que era un tipo simpático que andaba a las calles sin que nadie lo moleste. Esa es verdad. Qu'il ait accepté de se faire photographier en cirant des souliers en pleine place de Lima. On lui a dit, ben, écoutez, tiens, c'est bien, cirez-vous le soulier, on fait une photo. Et quand on l'a amené jouer du piano à La Paz, et on savait que vraiment on était en train d'abuser de lui. Il joue en se concentrant comme un vrai pianiste. Comme un Allemand, naturellement. Sens lyrique. Era un gentleman, ¿no? Así como se acercaba a una cholita y hablaba a nivel de pueblo, era un hombre inteligente, era un hombre capaz. Il n'y a pas de raison pour le traquer de cette façon quand il a une famille, quand il essaie de rétablir une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et je ne pensais pas seulement à lui, je pensais surtout à sa femme qui en a souffert terriblement et qui est morte, je crois, de ça. Et nous lui avons tué sa femme.
Madame Allon-Brenner qui a perdu ses enfants et son mari, ça n'intéresse pas les médias en général. Ce qui intéresse les médias, c'est l'assassin. Madame Allon-Brunner, qui était la seule à être partie en Bolivie pour expliquer quels étaient les crimes que Barbie a commis contre l'humanité. C'était seulement cette mère juive qui avait le courage, parce qu'ils avaient perdu les enfants. Ça m'a resté des 5 gosses. Hein? Ça m'a resté ma fille, mon fils. Mon mari fusillé, des enfants déportés. Tous par Klaus Barbie. Il était toute la journée chez moi à Villeurbanne. Pierre Lottiel. Il m'a pris mon mari et mon fils, je n'ai pas laissé. Je lâchais mon fils, je pleurais, je lâchais, mais avec son revolver, avec sa main, je m'ai battu. Quand Serge nous a contactés en 1971, et m'a contacté moi, enfin sur le bottin, il m'a demandé si Mina et Claudie, ça me disait quelque chose. Je dis bien sûr, c'est. Il vous a consulté téléphoniquement en 71. Voilà, c'est là qu'il m'a expliqué l'action. Il m'a dit voilà, Barbie, il est en Bolivie, on peut rouvrir le dossier. Moi, elle avait 68 ans à l'époque. Je lui ai dit si tu veux, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit moi, je pars tout de suite. Si c'est pour trouver les assassins de mon mari et mes enfants, il n'y a pas de doute. Et ils sont partis, ils sont restés un mois. Ils sont manifestés en Bolivie avec Béate en disant que cet homme qui est ici, librement et tout, c'était un assassin en France. En 72, la chance a voulu que j'ai pu mettre la main sur Barbie, journalistiquement parlant, après 4 ou 5 jours d'enquête, et que j'ai réalisé une interview de 25 minutes. Et quand on m'a demandé d'aller voir si M. Altman était M. Barbie, mon souci était un souci journalistique, car je ne suis pas chasseur de nazis, car je n'ai aucune vengeance à assouvir, je n'ai qu'une curiosité journalistique. Ce n'est pas vous qui avez découvert Barbie. Non. Et en fait, c'est même pas les Klarsfeld, si vous permettez. Je ne veux pas leur enlever toute la gloire et tout le mérite qu'ils ont. C'est grâce à eux que Barbie est aujourd'hui en prison en France. Mais Barbie a été découvert en Amérique du Sud par les services secrets français dès 1966 ou 1967. Et des diplomates savaient que Barbie était là. Et en 1967, l'une de leurs préoccupations essentielles, c'était d'essayer de faire revenir Régis Debray, qui était en prison en Bolivie, et il n'était pas en mesure de demander aux Boliviens à la fois Régis Debray et Klaus Barbie. C'est une histoire absolument farfelue, cette affaire. Parce que j'ai été libéré, je crois, le 29 décembre 1970. Oui. Et Barbie a été identifié, si je ne me trompe, à la fin 71. Ce qui vous révolte surtout, c'est l'idée que vous auriez pu servir de frein à une action contre Barbie. La question ne s'est jamais posée. La question c'est vrai, je l'ai découverte là, maintenant, dans la presse. Croyez-moi, si elle s'était posée, je l'aurais su. En prison? Oui, et après. Et puis des proches à moi l'auraient su. Les diplomates français étaient totalement incapables et inintéressés. Donc même si Barbie était passé, je crois, avec un poster devant leur fenêtre, je m'appelle Klaus Barbie, qui n'aurait pas fait le rapport avec Klaus Barbie de la Gestapo. Il laissait Barbie parcourir les rues de La Paz et il le côtoyait, il le voyait de temps en temps, il changeait de trottoir et puis voilà tout. Il vivait avec Barbie alias Altman. On l'a même vu lorsque la télévision française est venue à La Paz, le consul de France remettre l'argent que réclamait Barbie à la télévision française, le remettre de la part de la télévision française en main propre. Je parle de la télévision française. Il est possible qu'à Paris, un certain nombre de services savaient la localisation de Altman Barbie. Ce qui est sûr, c'est que par une décision politique dont j'ignore l'auteur et les raisons, aucun geste n'a été fait à l'égard du Quai d'Orsay et donc à l'égard de notre personnel diplomatique sur place pour mettre en route une procédure d'expulsion ou même de recherche. Pompidou
was a bit nervous because he'd always heard too many people talk about resistance. And so he was getting a bit, he got the jumps, I think, when people started speaking about resistance. Okay, it was better for him if one spoke a little less about it. Pompidou la voulait vraiment, l'extradition? Il l'a demandé, donc il la voulait. Mais je ne sais pas si, en son fort intérieur, c'était une question qui le préoccupait particulièrement. En 72, voilà ce qui s'est passé. Au bout de quelques jours, j'ai obtenu des Boliviens qu'ils m'amènent Barbie. Si vous voulez, au début, on nous a dit on va vous bander les yeux, on va vous emmener là où il se trouve, vous ne devez pas savoir où c'est, et vous l'interviewerez pendant 3 minutes, mais uniquement, n'est-ce pas, pour bien laisser ce monsieur Altman dire qu'il est monsieur Altman et que c'est une... Mais là, devant moi, un vieux flic qui avait la Bolivie aidant et le soleil des Andes aidant, était à la retraite. Et il n'avait plus le réflexe du flic de Lyon. Ce qui nous intéressait, nous, c'était Jean Moulin, beaucoup plus que l'histoire des enfants d'Isieux. On ne connaissait pas cette histoire des enfants d'Isieux, ça apparaissait pratiquement nulle part. Dans les interviews qu'il donnait en Bolivie, il menaçait la France, si jamais je suis pris. Je crois qu'il l'a même dit. Il me l'a dit quand je lui ai parlé de l'affaire Eichmann. Il m'a dit, mais s'il m'arrive une chose semblable à l'affaire Eichmann... This is Klaus Barbie's home. He lived here for 2 years until 1981. I was standing here in 1981 together with Marisabel Schumacher from the New York Times. We were both doing a story for the Times and knocking on the door here. And was he looking at you while you were... Yes, he was here in the window. I saw him looking from this window, and then he disappeared. After a while of waiting and standing around, we were about to leave after taking pictures, and a van showed up right over here, and about 12 paramilitary armed with submachine guns showed up. They were in an unmarked van, and they told us what we were doing here, and they put us under arrest, or put us in the van, and we were taken to military headquarters. It was a place that was headquarters that was headed by Colonel Guido Bildoso. We were held for about 5 hours. After a while, they realized that by having arrested us, they were in serious trouble because it was going to become a story, the fact that 2 people working for the New York Times were arrested trying to reach Barbie. And so after around 5 hours, they decided to release us. The person who ordered our release was Guido Bildoso. La Presidencia de la República. A year later, Guido Bildoso, who was president of Bolivia. One of the first visitors he had at the presidential palace was Klaus Barbie. Bildoso, sí, señor. Está aquí con nosotros. Sí, estamos haciendo, ¿cómo está? No puedo dar ninguna declaración, porque no tengo ninguna autorización del comando en jefe. Están haciendo un documental sobre el señor Barbie, ¿no? Y la cuestión, cuando usted estaba comandante de la séptima, no sé si se acuerda, se arrestó a 2 periodistas. Bueno, yo les lamento mucho. ¿Sí? Como les digo, tienen que tener una autorización del comando en jefe para que yo pueda dar una declaración. He has been president of Bolivia. Yeah. Señor presidente? Sí, era expresidente. But I don't want to talk about military matters. No. En forma general. He said in general terms he cannot speak. Does he remember about the arrest? Yeah, usted se acuerda, ¿no? Cuando se arrestó. Yeah, he remembers that. Bueno. Señor presidente. Mucho gusto. Gracias. Encantado. Hasta luego. Y disculpen ustedes. Ya, no, cómo no. Okay. Asumo la presidencia de la República por mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación. En momentos críticos de la historia de Bolivia, cuando pareciera que todos los valores éticos, morales, espirituales y materiales están al borde de un colapso de imprevisibles consecuencias para el destino patrio. Buenas tardes. Estamos haciendo un documental sobre el señor Barbie. Y queríamos un poco las impresiones de él como persona, nada de sus cuestiones controversiales, usted que vivió al lado de él tanto tiempo. Sí. ¿Cómo era de persona, simpático, su mujer? Un poquito la reacción de cuando murió su hijo, todo eso. Yo creo como un ser normal nomás. Un trato muy agradable tenía como caballero. Sí. Él lo tenía en su vida privada, no sé cómo era él, ¿no? ¿Era muy simpático? Pero en sí como vecino, sí.
See? Barbie kam am Anfang in meine Buchhandlung, bis wir ihn eines Tages herausgeschmissen haben in La Paz. Und seine Frau war auch eine Kundin von deutschen Zeitschriften, denn wir sind die einzige Buchhandlung, die deutsche Zeitschriften und deutsche Bücher in Bolivien die letzten 40 Jahre geführt hat. Da hatten wir schon erfahren, wer Barbie war. Seine Frau haben wir rausgeschmissen aus einem anderen Grund, ja. Wir wussten damals nicht, wer sie war, aber sie war ein so entsetzlich ekliger Kunde, ja, der nur billiger und billiger alles haben wollte, dass wir einfach gesagt haben, also bitte, wir brauchen sie als Kundin nicht, ja. Me invitó alguna vez y me dijo para que podría charlar ahí porque él pensaba que yo era judío. He thought he was Jewish. Entonces a raíz de esto era la diferencia que tenía él conmigo. That was the difference that they had because he thought he was Jewish. Am Anfang, wie Barbie herkam, ja, hat ja auch geschäftlich mit Juden zu tun gehabt, die dann vollkommen ignorant waren, wer dieser Mann ist und woher er kommt und was er bedeutet. Y bueno, como nosotros no somos judíos, somos bolivianos. Sí. Entonces llegó a comprender, creo que el caballero después. ¿Mejoró la relación después de que enteró que usted no era judío? Sí, sí, sí. Se portó más amigable, un hombre más cordial, más sincero. Als Verleger und Buchhändler kam ich auf eine schwarze Liste von ihm. Barbie hatte die schwarze Liste, weil sein Einfluss war ja viel größer, als wir erwartet hatten. Ja? Denn er hatte ja später, soviel ich weiß, sein eigenes Büro im Innenministerium und seine eigene Garde. Und das war unter Banzer und Garcia Meza? Das war unter Banzer und Garcia Meza. Unter Banzer wurde ich verhaftet. Man kam hierher, eine Stoßtruppe, ich weiß nicht mehr, wie viel war, bei Aufregung habe ich sie nicht gezählt. Es waren, 6 bis 8 Leute mit Maschinenpistolen und so weiter. Hat man natürlich auch sofort meine Bibliothek ausräumen wollen. Man hat zu mir gesagt, ja, also suchen Sie selbst aus, welche sind die Bücher, die gegen die Freiheit Boliviens sind und die revolutionär sind und welche nicht. Daraufhin habe ich geantwortet, das kann ich nicht aussuchen, denn entweder alle Bücher sind revolutionär oder kein Buch ist revolutionär. Und Bücher wurden von mir verbrannt. Ich kam in ein Privatgefängnis, wo die Jungs, die dort waren, die also die Bewachung hatten, das waren ja alles Paramilitares. Und diese Jungs waren immer ganz stolz, wenn sie geschrien haben, wir sind die Gestapo nicht und wir passen auf und wir sind für den Faschismus. Wir sind die Gestapo. Das war also für sie eine ganz besondere Ehre. Barbie est un homme, si j'ose dire, de conviction, de cohérence et de continuité. Il a des convictions ariennes, racistes et politiques qui l'ont amené à reprendre aussitôt du service en Bolivie, dans le renseignement, dans la répression et dans l'armée bolivienne. Rien ne l'y obligeait. Ce n'est pas l'Allemagne qu'il défendait en faisant cela. En 72, quand on a essayé de monter une opération pour le ramener via le Chili en France, nous sommes allés à Santiago, Régis Debray et moi, on a loué un avion, on est allé à la frontière bolivienne. Klarsfeld devait connaître des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'en connaissais d'autres que lui ne connaissait pas. Disons que nos motivations étaient différentes. Elles se sont rencontrées. Je l'ai vu à Santiago du Chili. Il m'a dit « je veux faire ça contre ce seigneur ». Moi, je pensais que c'était l'assassin de Jean Moulin. Point final. Lui pensait sans doute à meilleur escient qu'il n'était pas seulement cela. En octobre 1973, le général Pinochet avait remplacé Allende. Et donc l'opération n'a pas pu se faire. En tant que Français latino que j'étais à l'époque, qui était au fond allé chercher en Amérique latine des situations qu'il n'avait pas vécues, telles que la résistance ou la guerre d'Espagne. Vous étiez allé chercher l'engagement, n'est-ce pas? Si vous voulez. Donc il est vrai que Barbie était l'incarnation que je ne m'étais pas tout à fait trompé. Qu'il y avait le même combat et les mêmes hommes. Mr. De Castro, this was Bobby's last home before his arrest. Sí, poco antes de ser arrestado, él vivía en este departamento, en el tercer piso. ¿Quién le ha autorizado? Oiga. No. ¿Qué? ¿Quién Marca, señor.
Sí, es que no importa. Esto es particular, es una residencia particular. Venga, venga, venga. Mire, yo lo voy a denunciar, ¿no? I don't understand Spanish, but I know who lived here. Yeah. It was Klaus Barbie. And that's what you don't want us to film, isn't it? That's what you don't want us to film. A mí no me interesa. Hábleme en castellano. ¿Ya? Mr. De Castro, what were we talking about when we were so rudely interrupted? I don't remember. I don't remember. You don't remember. Alvaro de Castro avait décidé de m'enlever pour m'échanger contre Barbie, n'est-ce pas? C'était une opération assez rocambolesque. Et au plan, c'était quelques mois après l'arrivée de Barbie à Paris. Face à la police bolivienne, il a reconnu les faits parce qu'il y avait des preuves matérielles. Et le financement? Vous savez, le financement n'est pas un problème en Bolivie. La Bolivie est un des pays les plus riches du monde dans sa marginalité. Ce pays pauvre est un pays qui nage dans le dollar. Le roi de la drogue est en train de faire une fondation culturelle pour le moment, pour aider au rayonnement de la culture bolivienne dans le monde. Il y a toutes sortes de cultures, c'est vrai. Il y a celle de la coca, mais puis il y a aussi sans doute des statuettes précolombiennes. Quand la dictature bolivienne est tombée, Beat et moi, nous étions toujours sensibles à la parole que nous avions donnée au maire des Enfants d'Isieux de faire ramener Barbie et de mettre fin à son impunité. Et donc, ainsi, on a convaincu qui de droit à l'Élysée de, disons, que cette opération était positive. Notre ami Gustavo Sánchez Salazar est devenu secrétaire d'État à la sécurité pour régler cette affaire Barbie. Cuando se lo detuvo yo no lo vi, simplemente dispusimos su arresto en la cárcel por incumplimiento de una deuda. Si hubiéramos expulsado a Klaus Altmann, que era ciudadano boliviano, estábamos cometiendo un error. Pero nosotros expulsamos a Klaus Barbie, que era un ciudadano alemán que estaba viviendo ilegalmente en Bolivia. Estaba muy seguro. Él no creía de ninguna manera que lo íbamos a expulsar. Pero ya cuando subíamos en el auto, yo le dije que no era un traslado, que era una expulsión. Entonces él aseguró que él se iba a Alemania. Bueno, es un retorno a Alemania, ¿no? Donde realmente debía vivir normalmente, ¿no? Malgré les 40 ans qui se sont écoulés et malgré la fuite au bout du monde, le bras de la justice, comme dans les clichés, s'est abattu sur Barbie et l'a ramené sur les lieux de ses crimes. ¿Usted cree que el pasado está ya totalmente pasado ha pasado, sí, enterrado? ¿No se arrepiente de nada que haya hecho en la vida? No, personalmente no. No puedo decirlo, ¿no? Si volvería usted a vivir, ¿volvería a hacer lo mismo? Mira, nunca se puede hacer lo mismo en la vida, porque la vida de cualquier forma, si se repetiría, sería otra. La vida produce muchas casualidades, muchos errores. ¿Usted cometió algunos errores? Bueno, ¿usted no ha cometido errores en su vida? ¿Usted se considera un nazi ahora? Mira, la palabra nazi no existe. Se dice, okay, no sé, ¿usted me puede explicar qué quiere decir nazi? Comme vous le voyez sur ces images, ces journalistes attendaient Klaus Barbie à l'aéroport de Lyon-Satelas. En fait, c'est à la base aérienne militaire d'Orange, à 20h, qu'a atterri le DC-8 qui le transportait depuis Cayenne.
Il aurait mieux valu le laisser à la paz ou lui foutre la paix ou... Enfin, si vous me demandez mon sentiment, moi, de français moyen, oui. Je dis que 40 ans après, il est peut-être un peu tard. Quand on connaît tous les pays civilisés qui ont plus ou moins des armées secrètes, hein, et où on fait tuer quand on veut quelqu'un dans un pays étranger, quel que soit l'éloignement par rapport... Bon, moi, je suis français. Si la France avait voulu supprimer Klaus Barbie depuis 40 ans, je pense que ce n'est pas les occasions qui lui auraient manqué. C'est sous bonne garde que Klaus Barbie a fait son entrée dans la prison. Et c'est dans cette prison et dans le courant de la nuit que le juge d'instruction Jacques Risse viendra lui signifier son inculpation de crime contre l'humanité. Alors voilà la cellule où Klaus Barbie est resté pendant une semaine. Oui. Alors tel que vous la voyez, c'est exactement dans les mêmes conditions où il a été incarcéré pendant une semaine. À la différence près, c'est que les photographies ou les gravures que vous voyez contre les murs en ce moment n'y figuraient pas quand Klaus Barbie était là, parce qu'il n'y avait rien contre les murs. Les filles, là... Oui, il y a des filles en léger déshabillé, dirais-je, n'étaient pas de rigueur lorsque Klaus Barbie occupait cette cellule. C'est ça. Mais il n'est resté ici que 8 jours. Oui. Parce que sa sécurité... C'est pas une prison haute sécurité ici. Non, vous voyez bien tous ces bâtiments qui donnent sur les côtes promenades. Il aurait été facile, quelqu'un avec une arme, un fusil de chasse, sur lui, de lui tirer dessus. Et dès qu'il y avait des déplacements dans la cour, de quelque nature que ce soit, immédiatement tous les objectifs se braquaient. Oui. Il y avait de jour comme de nuit des journalistes, des photographes, des caméramans pour essayer de faire le scoop. Enfin, il me disait que pour lui, sa vie était finie. Maintenant, il a perdu sa femme, il a perdu un fils. Il avait à l'époque donc 71 ans. Et il me disait que quoi qu'on lui fasse, maintenant... il m'a dit une fois, alors que je dialoguais avec lui, que de toute manière, s'il y avait une chose donc à bannir, c'est la guerre. Mais étant donné qu'elle existe, il n'y en a qu'un qui a droit à la parole, c'est le vainqueur. La guerre hay que ganar, ganar, ¿no? Y el que pierde la guerra, pierde todo. Yo olvidé. Si ellos no olvidaron es otro asunto. Yo olvidé en todo caso. On va passer donc au film. Je vais vous demander, parce que je ne peux plus me lever, je suis prisonnier de ces gens, de fermer la porte, parce qu'il y a cette équipe de RTL TV qui va arriver à 5 heures. Vous les ferez attendre dans le salon bleu. Merci. Comment expliques-tu qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils n'apparaîtront dans ce film que si Vergès n'y est pas? Je crois que c'est un tribut à l'habileté diabolique de Vergès et à sa façon de laisser toujours ce qu'on appelle en anglais des innuendos, des insinuations. Un homme arrive en France, qu'on présente comme absolument condamné d'avance, comme indéfendable, et je me dis pourquoi pas le défendre et prouver que pour un avocat il n'y a aucune cause indéfendable. De ce point de vue, je vous dirais que je suis déjà assez satisfait. J'ai un tempérament heureux. Une deuxième série de raisons est que je suis eurasien, comme vous savez, que j'ai vécu dans une société coloniale mon enfance. Je ne peux pas dire en toute honnêteté que je sois victime de discrimination raciale aujourd'hui, ce serait un mensonge. Mais j'ai vécu dans une société coloniale où régnait la discrimination raciale. Et j'ai été ensuite l'avocat du FLN. Je crois, étant avocat, que la défense, c'est-à-dire la défense de l'individu contre l'État quel qu'il soit, est une fonction nécessaire accomplie par la défense. Maître, une seconde, vous êtes dans le Monsieur Vergès, Vous êtes tous en train de lui faire sa publicité. C'est absolument dégueulasse. C'est un lâche. Il est aussi lâche que son client. Il est aussi insultant envers les gens que son client peut l'être.
Moi, je trouve que c'est une honte. Quand j'ai été démobilisé, j'ai été un militant étudiant très actif à Paris au sein des organisations d'étudiants coloniaux qui regroupaient toutes ces organisations de Vietnamiens, Cambodgiens. Vous étiez communiste? J'ai quitté le Parti communiste en 1957, pendant la bataille d'Alger. Oui. Parce que j'étais en désaccord avec la position du PC sur la question coloniale. Je me suis établi à l'indépendance de l'Algérie à Alger. Je me suis marié, j'étais avocat. Et c'est à ce titre que j'ai été le défenseur, à la demande du gouvernement algérien, des premiers fidaïns palestiniens arrêtés. C'était en 1965. La vraie question à poser à Vergès, c'est à laquelle il ne répond systématiquement pas. C'est le trou. C'est le trou. Qu'est-ce qu'il a fait de 70-78 Un type qui disparaît au point que sa femme est déclarée veuve, ouais, c'est quand même extraordinaire. Je quitte le barreau d'Alger et il reste pendant 8 années. Le fameux trou je mène une vie très discrète. Le fameux trou Vergès. Et sur laquelle je n'éprouve pas le besoin de m'expliquer parce que n'ayant aucune ambition électorale, ne désirant pas devenir ministre ou conseiller général, je n'ai pas d'explication à donner. Il a fait une opération politicienne toute sa vie. Toute sa vie. Bon, une opération politicienne de grand talent. C'est un homme d'une grande envergure, non pas seulement comme juriste, et courageux. Mais c'est... Oh, pas du tout. Qui a été courageux. Non, c'est un vocabulaire qui m'est tout à fait étranger. Il n'y a aucun courage à défendre, par exemple, Barbie, quand on a défendu le FLN. C'était un grand choc pour moi de voir que l'initiateur de la défense politique du FLN, ce qu'on appelait la défense politique des Algériens, accepte de défendre... un type comme Barbie. Moi, j'avoue que le métier d'avocat, c'est un métier que je comprends pas très bien. En octobre 84, a été arrêté à Lyon Ibrahim Abdallah. Qui il a pris comme avocat? Jacques Vergès. C'est celui dont les poseurs de bombes à Paris, là, de ces derniers temps, demandent la libération, entre autres. Je fais mon travail, je le fais d'une manière parfaitement indépendante. Et c'est ce qui est... C'est une question que je ne vous avais pas encore posée. Et c'est ce qui étonne. Le fric, je n'avais pas encore posé la question du fric, la question qu'on pose toujours. Et c'est ce qui étonne. Qui me paye? Personne. Et il n'y a pas seulement l'affaire de M. Barbie. Je défends en ce moment M. Abdallah Ibrahim. Oui. Je vais vous dire tout simplement que je le défends pour rien. Oui. Alors je vais essayer de vous poser une question plus précise. Qui est François Genoux? François Genoux, qui est-ce? C'est un financier, non pas un banquier. On l'appelle banquier, mais enfin c'est un financier suisse qui a une vie assez compliquée. Qui a eu des sympathies pour le Troisième Reich. C'était un Suisse totalement pro-nazi, avant la guerre et pendant la guerre. Je l'ai rencontré pendant la guerre d'Algérie. Je dirais dans les salons du FLN, salons entre guillemets. Mais qui ensuite a pris contact avec ce qu'on appelle, entre guillemets, la résistance palestinienne et les Palestiniens les plus marxistes, ceux du FPLP de Habash. Et vous me dites que ce n'est pas Genoux qui finance vos... Absolument pas. Ce n'est pas lui. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une contradiction dans cette attitude d'être passé de l'extrême droite à l'extrême gauche, alors qu'en vérité, les deux extrêmes se rejoignent bien quelque part. C'est la lutte contre les Juifs et contre Israël. Il ne faut pas tomber dans une diversion et faire le procès de l'avocat quand on ne peut plus faire le procès de l'accusé. Et Vergès a commencé à transformer son rôle de défenseur en un rôle d'accusateur. Chez moi, ça ne sent pas le soufre, ça ne sent que le cigare. Et le meilleur, celui de la Havane. Parce que je suis avocat et que lorsqu'on veut lyncher quelqu'un, c'est un réflexe chez moi de me mettre devant. Et de dire aux gens, vous ne le lyncherez pas avant de me passer sur le poing. Est-ce que vous croyez à la justice des hommes dans une société bourgeoise? Je crois au principe auquel on se réfère. Dans une société bourgeoise. Dans le procès Barbie, je me réfère au système judiciaire. Et je le défends contre l'interprétation erronée qui en est faite. Son moral est bon, sa santé est mauvaise. Sa santé est mauvaise pour un fait que personne ne conteste. Il a eu
un mois avant son arrestation, en Bolivie, une attaque cérébrale, dont il lui reste une légère claudication et des douleurs intenses aux membres inférieurs. Il n'est pas soigné pour cela. Ou plutôt, il est soigné comme les vétérinaires des prisons soignent leur bétail. Aspirine contre la migraine et pilule pour dormir. Et laxatif contre la constipation. Je pense que pour la maladie dont il est atteint, c'est un remède un peu rudimentaire. Et je demandais que des médecins experts que je choisirais puissent venir le voir. On me l'a refusé. Jamais sous les 43 que la France a eus, sous ses 5 républiques, sous ses 2 empereurs, on n'a jugé un homme plus de 10 ans après les faits. Il me disait il y a quelque temps, maître, depuis 3 ans, je n'ai pas vu un animal, une plante, ni même le ciel. La solitude complète, 24 heures sur 24, est une situation inhumaine. Oui. Alors comment rentre Vergès dans cette défense? Il y a d'abord la fille de Barbie, qui est bibliothécaire à Vienne. Oui. Non, à Kufstein. Oui, enfin en Autriche, qui donc évidemment était autorisée à venir voir son père, et qui est celle qui a demandé à un moment donné que Vergès entre dans la défense. Es ist nicht einfach, in dieser Situation helfen zu können. Das Einzige, was wir eben machen können, ist ihn immer wieder besuchen. Pour parler de Barbie, il valait mieux s'adresser à des gens qui le connaissaient. Et effectivement, sa fille le connaît mieux que quiconque. Il fallait ça, c'est pas sûr. Mieux que quiconque, ça se discute. Oui. Avec le décalage de l'âge, oui, évidemment. Non, et puis les gens connaissent toujours une facette d'un personnage, peut-être pas les autres. Bien sûr, et puis elle le défendra toujours. Sie sagen Nazi, ist das so eindeutig? So Nazi, dirigeant hitlérien, n'est-ce pas? Enfin, Nazi. Nicht, man müsste überhaupt, wenn man von Nazi spricht, es ist auch für mich sehr schwer, weil ich gar nicht ganz genau erklären kann, was ein Nationalsozialist ist. Und man hat mir das auch noch nie ganz genau erklärt. Deswegen sage ich das nur. Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung. Meine Mutter hat viel Klavier gespielt, er auch. Klassische Sachen, aber auch Schlager hat er auch gerne gesungen. Und wir haben alle sehr viel und sehr gerne gesungen. Und wir waren eine sehr fröhliche Familie. Madame Messner nous a fait un coup de violon fantastique dans le film, mais que voulez-vous, elle est la fille qui défend son père. Est-ce que vous pouvez nous dire, madame, en français? En français? Oui. C'est un père très bon, très tendre, très gentil. En tant que beau-père, c'était un homme très gentil. s'est toujours très bien comporté avec moi, après la mort de mon mari aussi. Françoise Croisier a vu cet homme vivre en Bolivie et pouvait le décrire d'une manière assez intéressante. Il avait beaucoup d'amis et il aidait les amis quand ils avaient des problèmes. Un honnête homme. Un honnête homme, oui. C'est une jeune femme qui a été trompée, en ce sens que quand elle a épousé le fils de Klaus Barbie, elle ne savait pas qui était son beau-père. En êtes-vous sûr? Oh, j'en suis certain. Vous connaissiez son passé? Non, je connaissais pas le passé exact. J'avais une idée quand même qu'il y avait quelque chose. À vous entendre parler de son amour pour les enfants, vos enfants, alors que l'on connaît l'acte d'accusation, et en songeant qu'il a commis des atrocités à Lyon, il y a une discordance. Il y a une discordance pour nous aussi. Et vous imaginez cette femme se promenant avec 3 petits-enfants Barbie, enfin c'est lourd à porter comme nom. Je ne suis pas la première Française qui épouse un Allemand. Ans en 44 et
j'ai vécu cette époque-là un peu comme tous les jeunes, c'est-à-dire avec la faim au ventre. C'était une période qui était très réglementée. Par exemple, il y avait l'étiquette de pain, il y avait l'étiquette de viande, il y avait l'étiquette de beurre, il y avait l'étiquette d'huile, avec toutes les matières grasses. Tout avait des tickets, même les pommes de terre. There was a café in Lyon, which was frightful because it was one of the few places which was cheap, and you met a lot of people in it who knew they were cheap. And of course, when you get into a cafe and you see a lot of people who wink at you, you don't go the next time because you know this is dangerous. Tous les restaurateurs servaient et des gens des états-majors ou de la milice ou de la Gestapo qui leur permettaient de servir les autres clients. Les restaurants pendant la guerre ont toujours joué le double jeu, si vous voulez. Ils avaient toujours une salle pour les résistants et une salle pour les Allemands. The best cafe I went to was one which was next to Gestapo, and where I used Moulin à vent? No, it was called La Concorde. On entendait parler surtout de Montluc, tous les pauvres malheureux qui étaient à Montluc. Ah, parce que Barbie, il avait son QG là. Rue Paul-Lantier. Oui, rue Paul-Lantier. Mais il était à côté de nous, là, dans la belle maison là-bas au coin. A very convenient cafe because otherwise it was full of Germans and Gestapo people. So the Gestapo wouldn't dream of looking for someone there. Whereas the other cafe with all the resistance people was dangerous. But where you had to eat somewhere. Les gens avaient faim, vous savez. Ils avaient soif aussi parce que... Couleur dans le chemise. Là, si aujourd'hui nous nourrissons des gens qui n'ont pas faim, à l'époque, les gens avaient faim. Beaucoup de légumes secs. Toujours contre les tickets. Toujours contre les tickets. Et on avait avec les tickets. Et une fois, M. Witter avait trouvé une langouste, on l'avait cachée. On dit on la mangera le soir. Ça a été tout fermé. On a mangé la langouste là, dans notre coin, comme d'habitude. Oui. Arrive un officier allemand qui était rentré par l'allée, qu'on n'avait pas vu. Ouh, mangez ça, mangez ça, mangez ça, c'est assis avec nous. Il a tout mangé? On est obligé de lui donner un bout de langouste. Et oui, bien sûr. C'était une Il y a époque. des choses qui vous reviennent, c'est épouvantable. I remember my interview last fall with the French president and Mitterrand, who brought Barbie back. I asked him a question about Vichy. I said, well, isn't France afraid of having Vichy really exposed as collaborationist? And he said, Vichy wasn't collaborationist. He said, Vichy, well, there were collaborationists within Vichy, but the Vichy government was not collaborationist. He said, and I don't know how to translate it into English, c'était mou. I said to myself, I want to interview this man after he's no longer president and see what he says then. When I talk to people who are 50 or 60 and who lived through the war, they say that, of course, the French resistance did a lot of good things and that it's the honor of France. They saved the honor of France, of course, but that part of the resistance who came later, much later, are the ones who speak aloud about what the French resistance was actually. What you're saying is that for you, as a schoolgirl in France, the resistance was not heroic. Yes, there's a flaw somewhere in the myth. So you do have some admiration or love or respect for the early resistance? Yes, that's right. As somebody who's 27, I never had any stupid ideas about the resistance, and I know they were fighting each other. Dans les conflits qui ont déchiré la résistance, particulièrement à ce moment-là, eh bien, ce sont d'abord des différends politiques, stratégiques, méthodiques. Et puis, là-dessus, ce sont inévitablement greffés, car on ne fait pas la politique avec des anges, ni la guerre, des conflits de caractère, des rivalités de personnes, aussi des ambitions. Freinet, pendant l'absence de Jean Moulin, a entamé des négociations directement avec les services secrets américains en Suisse. Alan Dulles. Bien. Alan Dulles. Alan Dulles. Pour obtenir des armes et de l'argent, et en contrepartie, il leur fournissait des renseignements militaires.
Mais la filière suisse était une filière qui est tout ce qu'il y a de plus normal et qu'elle n'avait aucun des inconvénients. Mais Moulin était contre cette filière. Mais Moulin était contre, c'est pas le Moulin qui était contre, De Gaulle était contre. Est-il admissible pour un gouvernement d'accepter qu'un particulier négocie avec une puissance étrangère Mais allié. Puissance étrangère, mais allié. Un allié est un étranger. Non, pour un État, il y a des ennemis. Ah, non, en état de guerre, un allié est un allié. Oui. Et justement, c'est la force du général de Gaulle d'avoir toujours traité ses alliés comme des étrangers qu'ils sont, non pas comme des adversaires. Barbie était au courant des intrigues au sein de la résistance et des liaisons du bureau américain de l'OSS à Berne avec certains mouvements de résistance. Ça, il était au courant, parfaitement au courant. Et Barbie prétend faire partie de ce groupe Canaris, Karl Wolf, qui avait des contacts avec les Américains. Il dit d'après Vergès, non seulement j'étais au courant, mais je recevais des ordres. De même, je crois. Et cela expliquerait, est-ce que c'est ça son explication de pourquoi il a été couvert par les Américains après la guerre? Immédiatement, il prit tout de suite. Enfin, en 1945. Oui, mais tout de suite, en 1944, il quitte Lyon, là, en août 1944, et hop, il a tout de suite été protégé. Il n'est pas arrivé à Memmingen en 1947 par hasard, selon cette thèse. Est-ce que cette thèse est la vôtre? Non, mais moi, j'ai pas de thèse là-dessus. Je m'arrête à l'arrestation de Jean Moulin. Nous sommes 3 ans après l'arrivée de M. Barbie en France à discuter de savoir quel sera le champ exact sur le plan juridique de l'accusation et quels seront les faits qu'on va retenir. Oui. The court decided that war crimes could be also crimes against humanity, which means that the appeals court decided. Appeals court, yes. La cour de cassation. Yes. Je tiens M. Barbie pour un ennemi de l'humanité. Il n'a d'ailleurs jamais dit le contraire. Je crois que vous avez tort tous de vouloir mêler les deux accusations. Je crois que c'était beaucoup plus important de laisser Barbie en face de cette chose affreuse qui est la destruction systématique de gens qui ne sont pas comme les autres. On nous dit que les crimes de guerre sont prescrits, on ne peut pas revenir sur cette question, n'en parlons plus. Mais du moment que les crimes contre l'humanité ne sont pas prescrits et qu'on a sous la main un responsable de crimes contre l'humanité aussi important, aussi représentatif que Barbie, il faut qu'à travers son cas, ce soit le procès de tout le régime nazi. Non, c'est vrai que ça peut sembler révoltant à certaines gens que la torture à mort et la torture peut-être sadique, je ne sais pas, soit oubliée, je ne sais pas. Mais il ne s'agit pas d'oublier, ça ce sont des crimes de guerre. Ça existe la notion de crime de guerre. Les crimes de guerre, comme les crimes terroristes, etc., ça a une prescription de 20 ans. Bon. Comme en général les crimes de droit commun. Le seul crime qui est excepté de cette prescription, c'est le crime contre l'humanité. Ça a été parfaitement défini, et à Nuremberg, et ensuite ça a été repris dans la loi de 64 en France. Un crime contre l'humanité, c'est un crime contre toute une population civile uniquement en fonction de son origine, etc. There's been a huge amount of propaganda during the last number of years in order to try and prove that the Nazis murdered only Jews. Ben, je regrette, les crimes contre l'humanité, c'est effectivement les crimes contre les Juifs. L'occupation allemande, j'en vois pas d'autres. And so it took up a large part of the press. Aucun enfant de France n'a été déporté, sauf les enfants juifs et les enfants tziganes. Sinon, pas un seul enfant. Et l'enfant non juif à Isieux a été, lorsque il y avait une panne dans le village, a été... L'enfant non juif, René Vucher, lorsque les Allemands ont appris qu'il n'était pas juif, eh bien ils l'ont laissé descendre du camion parce qu'il n'avait rien dans le village. Dans le village. And I think that the French court and the French get nerved, get upset if one says crimes from the Nazis only against the Jews. Okay, they could have said crime the Nazis is too against the Gypsies. But the French population doesn't like the gypsies. Why to bring them in, you know?
So you have to demonstrate that crime was against good French. And good French, what is a good French? The resistance one. It's why they want to bring in the resistance, because everybody wants to get in on the act. Getting on the act of the victim. Pourquoi précisément un arrêt pareil a-t-il été rendu? Pourquoi? Au nom de quoi cette peur? Au nom de quoi ce caractère frileux? C'est parce que précisément ça devient une affaire politique. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas. Pourquoi dans ce procès, comment on pouvait faire un tel procès et ne pas faire le procès des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Algérie? On m'expliquait que ce n'était pas la même chose. L'arrêt de la Cour de cassation va dans mon sens, puisqu'en somme, il définit comme crime contre l'humanité toutes les horreurs de la guerre. On n'évitera pas une espèce de généralisation, et ça va être tout le système de défense de Barbie. Bon, d'accord, est-ce qu'il ne fallait pas torturer pour savoir, pour avoir des informations? Bon, on expliquera que les Français ont fait exactement la même chose en Algérie, etc., etc. Massu, dans ses livres, avoue qu'il y a eu la torture. Le colonel Argou avoue dans ses livres que les parachutistes, dans leur station de repos, pour tromper leur ennui, massacraient des femmes et des enfants. Vous me dites en somme que si M. Le Pen a pratiqué la torture en Algérie, c'était sur ordre de son gouvernement. Je pense que oui. Mais c'est exactement la défense de Klaus Barbie, qu'il agissait sur ordre de son gouvernement. C'est la défense de tous les soldats. Oui, on va faire intervenir évidemment les problèmes de responsabilité collective. Alors là, on va soulever un problème qui est loin d'être... oui, mais enfin, Befehl ist Befehl, vous parlez l'allemand, Befehl ist Befehl, c'est la défense classique de tous les procès de criminels de guerre. Alors Vergès a raison. Là, c'est une question piège. Vergès fait son métier. Quant à ce que j'en pense personnellement, je pense d'ailleurs que c'est une très vieille histoire qui aujourd'hui n'a plus cours. Ces fêtes sont passées il y a plus de 40 ans. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... 6 millions de juifs, c'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. La solution finale, vous niez que c'est un complot d'assassinat? Est-ce que ça fait partie d'un complot d'assassinat ou pas? Je nie la participation de mon client à la solution finale. La solution finale, c'est différent. Wir haben es immer wieder gehabt, dass alle leugnen, dass sie wussten, dass diese Leute, dass diese Juden in die Vernichtungslager zur Vernichtung kamen. Bien. Il existe des circulaires de Dannecker distribuées à des gens dans des fonctions de Gestapo, leur donnant des instructions sur la façon d'acheminer les Juifs vers les chambres à gaz. Est-ce que vous direz que votre client n'était pas en position de les connaître? Je vous répondrai, et c'est une des surprises de ce dossier qui n'est pas comme les autres, que vous, monsieur Ophuls, vous êtes au courant de ce document, et que moi, défenseur, on ne me l'a pas présenté. Aucun des documents, à l'appui de la démonstration, qui ont été évoqués à l'audience, a été pris ailleurs que dans le dossier. Vous confirmez donc que le parquet prétend que ce document existe? Oui, mais le parquet ne m'a pas présenté ce document. Tous les documents, y compris la circulaire de Dannecker, se trouvent là-dedans. Et était à la disposition de la défense? De toutes les parties, sans exception, de la défense, entre autres, en particulier. comme de moi, en particulier.
Mais Vergès ne regarde même pas les dossiers, c'est n'importe quoi. Wie Sie ja wissen, ist bisher, glaube ich, von der Verteidigerseite die Echtheit der Dokumente angezweifelt worden. Wegen Fotokopien. Jetzt haben wir die Originale. Aber mich hat das nicht gewundert. Ich habe es ja auch im Prozess selbst zu dem Anwalt gesagt. Und er hat es zugegeben, er macht zum ersten Mal so einen Prozess. Und so sind unsere Rechtsanwälte angefangen bei den Verfahren wegen NS-Verbrechen auch. Sie haben zunächst mal bestritten. Quand on dit on a les documents qui prouvent que M. Barbie est responsable du transfert d'enfants juifs de la région lyonnaise vers Drancy, mon devoir est de dire que ce document sur lequel on s'appuie est un faux grossier. Vous mettez en doute l'authenticité du telex, comme vous l'avez fait au début? Ah, je continue plus que jamais à le faire. C'est quoi? C'est un document traficoté, fabriqué? C'est un faux. Le faux ne peut avoir été fait qu'avant le procès de Nuremberg. Alors avant le procès de Nuremberg, j'étais quand même un peu trop jeune pour faire le faux, parce que c'est vers moi qu'on s'est tourné pour dire du côté Vergès, le faux vient de quelqu'un, bon, il vient de moi, mais quel faux? Il n'y a pas de faux. À Nuremberg, Klarsfeld était tout petit. À Nuremberg, la délégation française a cité le texte qui fait le corps du telex, mais n'a pas cité le nom de Barbie, qui est pourtant dactylographié. Dass es jüdische Stellen seien, die nach dem Krieg das fabriziert hätten. Darum geht's doch. Wer wusste nach dem Krieg bei den Alliierten, die die Dokumente zusammengestellt haben, wer Barbie war? Wer wusste das? Barbie war ja eine ganz kleine Leuchte im Grunde. Und die Unterschrift unter dem Telex war schon in Nürnberg vorhanden? Das war schon in Nürnberg, 1946 war es schon, ist schon drüber verhandelt worden, überhaupt über den Fall. Le malheur a voulu que les photocopies soient reproduites en plusieurs endroits, mais pour des raisons de cadrage, ont été modifiées dans leur composition. Et Vergès a joué là-dessus. A joué là-dessus, mais vous étiez à l'audience, vous avez vu que pendant qu'il parlait, les jurés regardaient l'original du telex. Monsieur le procureur, pourquoi, lorsque Barbie était encore présent à son propre procès, pourquoi avez-vous demandé qu'il parle de sa jeunesse? Parce qu'il y a une question qui, pour moi, est capitale dans cette affaire-là. Comment des crimes contre l'humanité peuvent être commis par un homme? On parle de crimes contre l'humanité et en face il y a un homme. Alors quel est cet homme? Pourquoi vous avez décidé de partir? Ich habe nichts zu sagen. J'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Mais est-ce qu'il pourrait l'extraire? Non, je ne vois pas sur quelle... Oui, sur quelle base aujourd'hui en tout cas. Mais moi ce que je te propose, c'est que n'importe comment moi je fais mes 6 feuillets sur le déroulé de l'audience, mais je ne sais toujours pas si ça va être Holford et Streim principalement ou Lugif, les premiers de Lugif. Parce que si c'est les premiers de Lugif, c'est évident que c'est plutôt sur ça qu'il faut ouvrir. Parce que c'est les premiers vrais témoins qui vont venir, tu vois. Behind that table desk was Barbie. And he started asking me questions in German, and again, I didn't understand. I pretended that I didn't understand a word of German. And here there was this literally captive audience, and among those, some of them I knew very well. Most of them died? I beg your pardon? Most of them died? I mean, were most all of them? All of them died. All of them. There were 3 Gestapo officers right behind me. One of them, who stood very close behind me, practically behind my left ear, pulled out the gun, and I could hear the click, and saying in a low voice into my left ear, but to the 2 others in German, well, I may as well
finish him off. I controlled my reflexes because I knew that if I showed any sign that I understood, my fate would be sealed. Barbie was now convinced that I did not understand German, and he gathered all my documents, my papers, and he handed them to me and said, "You can go." Monsieur Truche, vous avez récusé dans votre réquisitoire plusieurs témoins. Pourquoi avez-vous récusé Michel Thomas? Non, écoutez, ce qui pour moi est conforme au bien de la justice, c'est de ne s'appuyer que sur des éléments qui ne sont en aucune façon contestables. Tout le reste, pourquoi je n'ai Michel pas le Thomas droit. vous semblait plus contestable que d'autres? Parce que pour moi, son récit ne collait pas. Vous savez, il y a des choses qui étaient invraisemblables, mais le vrai peut quelquefois être invraisemblable. Voilà. Or, moi, je ne peux pas m'appuyer sur de l'invraisemblable, même si c'est vrai. Monsieur Favet, la première fois que je suis venu, c'était au mois de février. Il y avait de la neige dehors. C'était très beau d'ailleurs. Puis vous avez refusé de nous voir. Vous avez refusé d'être interviewé. Vous pouvez me dire pourquoi? Eh bien, il y a certainement déjà une bonne raison, c'est que... Comment? J'allais d'avoir ras-le-bol de la TV. Vous en avez ras-le-bol? Julien Favet est un homme un très brave homme, et ce qu'il dit, il le vit. Mais je ne peux pas, moi, dire à quelqu'un, vous condamnez pour des faits très graves, sur le témoignage de quelqu'un qui, 40 ans avant, a vu quelques secondes d'une autre personne. Il dit plus que quelques secondes, 2-3 minutes, enfin. Et puis il connaissait les enfants, il peut. Ah oui, non, donc c'était un moment très marquant sur dans sa son vie. témoignage sur les enfants, mais c'est évident. Ils m'aiment bien, je sais pas, je m'amusais avec eux. Vous avez fait état de son accident. Vous avez prononcé le mot de lobotomie. Il paraît que c'est une erreur. Je ne crois pas avoir employé ce mot à l'audience. Si. Ou en tout cas, si je l'ai employé, c'est qu'il est dans le dossier. Il est dans le dossier. Alors, est-ce une erreur dans le dossier? C'est possible. Parce que ça a une conséquence quand même sur la vie de cet homme, la récusation de son témoignage. Julien Favet est physiquement délabré. Il a eu un accident, une branche d'arbre. Quand il était gosse ou... Non, il était au bois. Oui, il n'y a pas tellement longtemps, c'est après la guerre. Si j'ai fait citer Julien Favet, c'est qu'il a été un témoin direct des faits. Et je savais bien que la crédibilité de son témoignage était discutée. Est-ce que les gens du village croient ce qu'il dit? Oh oui, ils croient. Puis il n'était pas seul. Ce matin-là, c'était le jeudi 6 avril 1944. Et je pesais comme d'habitude, on se levait très bonne heure dans la culture, vous savez, et les jours étaient des chacun. Et ce jour-là, mon patron m'avait dit, il faudrait faire un fossé pour planter des asperges dans les vignes. Oui. Quand je descends la cour, j'ai deux gamins qui m'ont appelé de la fenêtre du dortoir en haut. Mais M. Julien a dit à Mme Perticos, qui était donc mes patrons, qu'on ne peut pas aller en champ, mener les vaches au champ ce matin, on a des corvées de dortoir. Oui. Bon, c'était les deux frères qui étaient tous souvent à la maison. Et s'ils avaient été à la maison ce jour-là, ils étaient sauvés. Mais Favet, c'est un type... c'est la terre. Vous comprenez? C'est la terre. C'est la France. C'est la terre. Il y en a des petits, des enfants de 8 à 10 ans, ou 7 à 8 ans, ils essayaient de sauter du camion. J'ai vu de mes propres yeux, ça je peux l'assurer, j'ai vu un soldat allemand lui envoyer un grand coup de pied dans le ventre. Il vous a certainement raconté comment que tous les jours les enfants lui apportaient à manger au matin, et puis les jours de déportation, il descendit parce qu'il n'a pas vu personne venir lui apporter son petit déjeuner. Peut-être qu'il les aurait peut-être bien trouvés un jour, ces petits gamins-là. Mais ce qui a précipité les choses, c'est que ça a été vendu, quoi. Ils ont été vendus. Alors, certainement, oui. C'est les miliciens français qui les ont vendus, quoi. Dénoncés. Et vous savez qui les a dénoncés? Vous avez vu le dénonciateur? Oui. Tout au moins un des dénonciateurs. Quand et comment?
Monsieur Bourdon. Oui. Barbie, avec un milicien, un autre milicien qui est habillé exactement comme lui, qui est à côté de lui, et Monsieur Bourdon, ils étaient tous les trois appuyés contre le grand bac en pierre. Je ne sais pas si vous avez vu ce grand bac en pierre qu'il y a là-bas. Barbie, il est resté 3 ou 4 minutes en tête-à-tête en face de moi, quoi. Eh bien, la dernière parole qu'il m'a dit, j'ai compris, allez. Et il s'est retourné, il est redescendu. Donc, moi, je suis parti. Il n'avait pas été entendu lors du premier procès, non pas de Barbie, mais du procès de Bourdon en 1947. Bourdon le dénonciateur. Bourdon le dénonciateur. Celui qui avait été entendu, c'était Perticose. Julien Favet, Perticose était un fermier, il est mort, et Julien Favet était son valet. Et à l'époque, on avait entendu le maître et pas le valet. C'était pas nécessaire. Et Bourdon, alors? Je ne sais pas ce qu'il est devenu après, je ne l'ai jamais revu, moi. Il n'est pas revenu au village. C'était pas le moment. Hein. Vous auriez pu faire venir des témoignements. Le problème qui se pour la présence ou la non-présence de Barbie. Le problème qui... Non, mais les témoins allemands, vous savez, ne viennent pas en France pour déposer dans ce genre de procès. Il est plus simple de tout faire porter au SS, à Barbie. Voilà, Barbie, bien, c'est fini, ça a été les SS, c'est le bourreau, c'est clair, c'est net, c'est le passé. La Wehrmacht, c'est aussi aujourd'hui, en quelque sorte. Alors, sans doute n'a-t-on pas trop voulu rechercher dans cette direction. Le problème qui se posait, c'était pas de savoir qui a arrêté les enfants d'Isieux, mais qui, les ayant reçus à Montluc le soir même, a décidé que ces enfants partaient en Allemagne pour être déportés et pour y trouver la mort. C'est vraiment ignoble quand vous voyez des gamins de 7-8 ans, 9 ans, même 10 ans, traités à coups de pied dans le ventre, à coups de crosse de mitraillette, et puis ensuite les embarquer pour les passer à la chambre à gaz. Avant la déportation, c'est la Résistance qui nous a ravitaillés. Les maquis de l'Ain. Maquis de l'Ain. Et des Jurats aussi. Et des Jurats. Et ils savaient qu'il s'agissait d'un refuge d'enfants juifs. Ils savaient très bien. Et les rapports avec le village, en dehors du maire Vichy? Mon mari avait beaucoup plus de contact avec eux parce qu'il achetait des légumes chez les paysans. Oui, le père Zlatin. Le père Zlatin, oui. Oui, oui. Le père Zlatin. Il montait tous les matins, il cherchait son lait, là, puis les légumes qu'il trouvait. Je ne sais pas, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Il y avait certainement ceux qui étaient pour les maires, et c'était pour le que maire contre. de Vichy, enfin pour le maire de... Oui. Oui. Et si bien que, malgré qu'ils n'étaient pas invités, les maires, à l'inauguration de ces monuments, ils étaient réélus maire pour la deuxième fois. Et si vous avez vu les monuments, avez-vous remarqué qu'il y avait une phrase d'Hemingway? Nous faisons partie du continent et chaque mort d'homme m'humilie. Et puis il y avait encore quelque chose, vous savez. Parce que nous faisons partie du continent et Isieux faisait un petit point dans le continent. Quand on m'a présenté Barbie, j'étais donc assis. Monsieur le juge était là, moi j'étais là, c'était une table ovale, la secrétaire était là. À côté de moi, il y avait Maître Vergès. Qui vous a posé des questions? Aucune question. Aucune. Il avait des... Par moments, il souriait, il avait l'air de dire tout ce que tu peux dire, quoi. C'est de la rigolade. Donc, ce dossier est vide. Barbie est poursuivi comme complice parce qu'il était membre d'une organisation. C'est une vision de la justice qui remonte aux âges primitifs. C'est la responsabilité collective. Il a dit aux journalistes, plus le témoin était précis dans ses déclarations, plus nous nous amusions comme des petits fous. Ce procès est un procès dirigé contre la France, pour rouvrir les vieilles blessures. Et dans ces conditions, je pense que pour le droit, pour la vérité, pour la France, le jury doit dire non, non et non. Vis-à-vis de Vergès, tout ce que j'ai dit, moi, c'est comme des feuilles quand elles tombent par terre, et on les ramasse ou on les laisse pourrir. C'est pareil. I say this trial is against the interest of France. With such a trial, France will be divided concerning her past,
And it's time to go over, to go forward. Il est donc 10h30 et nous attendons le verdict du procès. Et moi, je sors de ce procès avec un pessimisme accru. D'abord parce que je ne crois pas que la notion de crime contre l'humanité, au nom de laquelle Barbie a été jugée, ait été éclairée par le procès. Je crois qu'elle a été obscurcie à dessein par la défense, mais aussi par l'accusation qui n'a pas su la mettre en valeur et la défendre. Un film porno, non? Je crois que nous aurions dû tout au long du procès méditer, et plus que cela, méditer et nous indigner de cette situation qui faisait qu'un noir, qu'un arabe, qu'un bolivien et qu'un homme, Vergès, qui se réclame de son ascendance asiatique, se soit mis à la barre pour défendre un nazi et pour le défendre en vertu de leur race, en vertu de leur appartenance non européenne. Imaginez que nous soyons en 1945. Imaginez que quelqu'un en 1945, au sortir de la guerre, disait ben vous verrez, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on accusera et quand on condamnera un tortionnaire SS, ce seront des sous-hommes, ceux qu'ils appellent des sous-hommes qu'ils défendront. Ça aurait fait rire tout le monde. C'est la victoire de la démocratie sur le totalitarisme, qu'il y ait partout un avocat qui choisit son système de défense, qui dise ce qu'il veut. Ce que je constate, c'est que la cour d'assises, en condamnant Barbie pour tous les faits qui lui étaient reprochés, en lui refusant les circonstances atténuantes, n'a accepté aucun des arguments de la défense. Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors qu'à Nuremberg, l'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, n'a pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. Allez-vous pouvoir en cassation? Nous allons faire cassation demain, c'est évident. What do you think about the trial? Justice, only justice, and I'm very proud of the French justice and the serenity of the French justice. That's all. And memory of the children of his youth. Bien, j'étais donc au collège moderne à l'époque où des enfants de cette colonie étaient abrités par le directeur de l'école même, à Belay. À côté de moi, il y avait un de ces petits de la colonie qui s'appelait Meyer Bulka, dont les parents étaient originaires de Pologne et lesquels avaient été pris dans la fameuse rafle du Veldiv à Paris. Donc Meyer savait très bien où ses parents étaient. Il savait. Alors quand il allait à l'école, à Belley, au collège, il savait que ses parents étaient déportés? Ils s'en doutaient, tous. Ils s'en doutaient. Maurice Gerenstein et Max Balsam, par contre, parlaient beaucoup moins. Bulka était à côté de moi et nous étions par table de deux. Bulka était très renfermé et souvent très triste. Et tous trois m'ont laissé le souvenir de garçons qui étaient particulièrement travailleurs, et notamment en mathématiques. Les grands s'attendaient à quelque chose, quoi. Ou on leur avait dit, ou alors qu'ils doutaient eux-mêmes. Mais ça, je peux pas le certifier, hein. Mais les petits, je vois pas comment ils auraient pu comprendre la chose. Lettre d'Alice Jacqueline Lutzka, âgée de 10 ans, à sa mère, quelque part dans le midi de la France, 26 février 1944. Très chère maman, je te remercie d'avoir cherché pour moi des sabots et j'aurai bien chaud, n'est-ce pas maman? Ici, la neige fond et le soleil se fait voir,
Nous voyons bien que le printemps va bientôt venir. Quelle chance! C'est si joli le printemps, avec ses arbres en fleurs, aussi ses bourgeons. Je pense que tu as reçu la lettre dans laquelle je te demande de prendre des photos de là-bas, car je ne me rappelle plus comment est le pays. Mais il ne faut pas oublier que j'étais bien petite lorsque j'y étais. Je vais recevoir un colis de Fanny avec la jupe à carreaux bleus. Comme je ne vois plus rien à te dire, je te quitte en t'embrassant de toutes mes forces, ta petite fille qui pense à toi, Jacqueline. Qu'est-ce que j'ai été heureuse dans cette cour. Vous habitiez où? Au dernier, tout à fait en haut. Mon père était en train de se laver les mains là, Oui. quand le SS est venu nous sonner à la porte. Oui. Et il avait vu par la fenêtre qu'il y avait des SS de ce côté qui barraient le chemin parce qu'il y a deux sorties. Mais je vous connaissez-vous le locataire ou si c'est notre monsieur là? Vous vous ressemblez? Ah non, je ne suis pas locataire ici, non. Hein? Mais vous connaissez Madame Lagrange? Vous êtes dit bonjour. Elle n'est pas connue la dame, mais je ne vois pas qui c'est non plus. Ah oui? J'habitais au-dessus de vous. Mais Simone Cadouche. Hein? Simone Cadouche. J'habitais au-dessus de vous. Pourtant de Madame Cadouche? Oui. Oh non, mais je ne pourrais pas vous reconnaître parce qu'on change en vieillissant. Hein? Vous n'avez pas tellement changé. Oula, aussi, 77 ans, hein? On change. Et vous vous appelez comment de votre nom de fille? Je ne sais pas comment. Cadouche. Cadouche. Oula, ben je ne vous aurais pas reconnu. Hein? Ah, non. Votre visage, oui, quand je l'ai vu, m'était pas connu, mais le nom, non, absolument pas. Vous étiez là, madame, le jour de l'arrestation de la famille Cadouche? Oui, oui. Vous l'avez vu? Ah Qu'est-ce oui, que mais vous... moi, je suis venue là en 42. Oui. Et Donc vous étiez là quand les SS sont venus? Quand les SS sont venus arrêter la moi, famille. je ne sais pas s'ils ont été à la cour ou dans la rue, mais enfin, je m'en souviens. Vous, c'est les Cadouches qu'ils avaient été déportés alors? Voilà. Ah oui. Et vous êtes la fille l'aînée? Voilà. Et que vous avez eu le bonheur de revenir? Ben oui. Ah, c'est vous alors? C'est moi. Ah oui, oui. Ah ben non, je ne vous aurais pas reconnu. Et puis vos parents ne sont pas revenus? Non, ils ne sont pas Oh revenus. là là, c'est triste quand même, hein, oui. Ah, oui, oui. Ça, je n'oublierai jamais. Hein. Oh, moi non plus, figurez-vous. Ça, oh ben, plus forte raison vous, hein, parce que mon père, moi, je n'oublierai pas ça, oui. Le jour où j'ai été arrêtée, Hein? le jour où j'ai été arrêtée, vous étiez chez vous. Et il y avait Madame Bontou en face. Oui, c'est ça, Et elle est oui. la seule à avoir essayé de me sortir des SS. Ah oui. Oh là là. Madame Serre était de ce côté, derrière sa porte. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Et de ce côté, il y avait Madame Bontou, qui a laissé passer mon père, ma mère, etc. Et qui très gentiment m'a tiré par la manche pour essayer de me faire rentrer chez elle. De me tirer des pattes des SS. Et pourquoi ça n'a pas marché? Guetzmann s'est retourné, il est remonté et il m'a poussé dans l'escalier. Et Madame Bontou a reçu une gifle qui l'a renvoyée chez elle. Et pendant ce temps-là, Madame Serre? Oh, elle était calfeutrée chez elle. Je ne sais pas du tout ce qu'est devenue Madame Bontou, mais c'est vrai que pour elle, j'ai une pensée qui est tout à fait différente de ce que je pourrais avoir pour d'autres personnes. Vous ne l'avez jamais revue? Non. Non. This motion picture is dedicated to the late Madame Bontou, a good neighbor.